il se passe des choses sur le plan géopolitique qui frisent l'entendement. Hein. Donald Trump, de jour en jour, je ne sais plus comment est-ce qu'on va appeler tel que le feuilleton, mais c'est un feuilleton qui coûte cher tel que la planète. Hein. C'est des déclarations qui, à chaque fois, le marché mondial perd avec des milliers de milliards de dollars. On est comme ça, tel que pris entre deux déclarations. On ne sait plus tel que faire la différence entre le vrai et le faux. Mais à chaque fois, ça coûte des milliards. Mais Donald Trump a fait ce que j'appelle appuyer sur des rangées. Là, récemment, là, le 26 mars, il a assisté à une convention organisée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a organisé cette convention-là aux États-Unis, à Miami, et que dans un hôtel où ils ont convié tous les grands investisseurs du Moyen-Orient. Tu avais les fonds d'investissement, les fonds tels que souverains, les fonds de pension. Donc c'était la crème de la crème, le Gotha. Comme quoi encore, oui, quand on vous dit que les dirigeants politiques ne fonctionnent qu'avec les riches. Donc il fallait que dans cette assemblée-là, que Trump puisse rassurer les investisseurs. C'est ce que beaucoup d'investisseurs attendaient. Mais Trump a fait un discours, mais a prononcé quelques phrases là. Il dit qu'il a prononcé une phrase, mais dont l'onde de choc a retenti jusqu'au Moyen-Orient. Il parlait, c'est-à-dire que comme il parlait à Miami, aux États-Unis, mais l'onde de choc a retenti au Moyen-Orient. Et l'onde de choc a retenti même partout dans le monde. Parce que la déclaration qu'il a faite, la petite phrase qu'il a sortie, dont on peut peut-être rigoler, mais qui ne fait pas rigoler les dignitaires saoudiens. La phrase qu'il a sortie, c'est une humiliation qui n'a pas son nom. Trump a humilié, c'est-à-dire que le monde arabe. Et si Trump a humilié le monde arabe, on peut se questionner pourquoi est-ce que Trump le dit ainsi. Pourquoi Trump peut se permettre d'humilier le monde arabe alors qu'on sait la relation que l'Amérique a avec le Moyen-Orient, alors qu'on sait la relation que l'Amérique a avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, Oman, Koweït, alors qu'on sait que si l'Amérique est debout aujourd'hui, si le dollar est puissant, c'est grâce à l'Arabie Saoudite, grâce au pétrodollar. Est-ce que Trump n'est pas en train d'accélérer le déclin du dollar? On se pose la question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre à la fin du dollar? Ou est-ce que si Trump l'a fait, parce qu'on n'est pas, je vous ai dit, si on n'est pas des suiveurs, on analyse. On essaie de voir aussi la stratégie. Quel est le message que Trump est en train d'envoyer aux dirigeants saoudiens? Alors que les Saoudiens sont dans le feu des bombes iraniennes. Les Saoudiens sont en train d'essuyer aujourd'hui des dégâts terribles sur le plan des économies, sur le plan même des infrastructures. Et Donald Trump est aux États-Unis, en face des investisseurs saoudiens, et envoie un message choc. C'est quoi ce message choc? Avant peut-être de te donner ce message choc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'élevage, on parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, afin de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager avec toi mes astuces et techniques business. Devenir développer ton mindset. J'insiste sur le plan du mindset. Parce que sans un bon mindset, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais la personne que tu veux devenir? Écoute très bien le message que je vais envoyer là. C'est un message bourré, c'est-à-dire que plein de leçons de vie. C'est un message, ce qui est arrivé aux Saoudiens, c'est déjà en train de nous arriver. Et si ça nous arrive, comment est-ce qu'on va faire? Nous, en Afrique, on subit tout. Comment est-ce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite,
Tout le monde ne rêve qu'à aller en Arabie Saoudite. Non. Tous vos influenceurs ne vont qu'en Arabie Saoudite. Dubaï, Qatar, Oman. On sait que c'est la plaque tournante des affaires, de la finance, du luxe, du pétrole, du gaz. Ils ont de l'argent à chier caca. Comment Donald Trump peut se permettre de manquer de respect? Mais à partir de quel moment, eux aussi, ils ont pensé que Donald Trump les respectait? À partir de quel moment exprimer sa loyauté, c'est synonyme de faiblesse? À partir de quel moment penser que donner autant de cadeaux, accorder autant d'importance, être loyal, être docile, tu peux gagner le respect de la personne que tu admires qui est devant toi? Oui, à un moment donné, trop de respect frise à, tu vois, ce que j'appelle ici, à la faiblesse. Avec la philosophie, c'est-à-dire que des forts, il ne faut pas oublier, comme j'ai continué à te dire, Donald Trump est en train de revenir à l'ancien temps, au temps des empires. C'est la force, c'est la brutalité qui régnait. Il s'en foutait de la moralité. Hey, tu ne lis pas l'histoire, tu ne vois pas certaines mises en scène des films qu'on te montre. Quand on te parle que les Espagnols sont allés conquérir l'Amérique, aller piller, que prendre de l'or, prendre les machins, prendre les territoires, venir imposer leur culture, le mode de production. Tu penses que c'était dans les caresses? Tu penses que c'était les, les Mexicains qui étaient là ou ceux de l'Amérique latine qui subissaient ces atrocités-là? C'était du plaisir. Nous-mêmes, quand on parle de la traite arabo-musulmane qui a duré 1200 ans, de la traite triangulaire qui a duré 400 ans, donc 1600 ans, ce n'est pas des parties de plaisir. On a subi des atrocités. Mais derrière ça, est-ce que vous pensez qu'on peut venir dire à nos bourreaux, leur faire les leçons de morale, que oui, vous savez, ce que vous avez fait n'est pas bien. Oh, ils s'en foutent. Donc, ils sont dans cette optique-là. C'est pour ça que, il y a quelques jours, on a ramené un amendement à l'ONU où on voulait que le monde reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité. Les pays de l'Occident que se sont abstenus. Hein. Parce que c'est les premiers concernés. S'ils reconnaissent, ben, c'est toute leur philosophie qui s'écroule. Il va commencer à faire des réparations. On va commencer maintenant à mettre, puisqu'ils sont maintenant, il va falloir commencer à échelonner les douleurs. Nous, on ne pourra, si on ne va pas ils ne veulent pas nous laisser mettre en avant que nos souffrances. Parce que mettre en avant nos souffrances, ça va leur amener à culpabiliser et à remettre en cause tout leur système de richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu as déjà compris ça, si tu comprends là où je t'amène, je vais te demander de faire une action. Mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse passer cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Parce que des informations que je partage ici, tu n'entendras ça nulle part. C'est de la haute stratégie. Je ne suis pas allé entreprendre parce que je voulais faire plaisir à un système. Je suis allé entreprendre parce que je comprends comment le système fonctionne. Parce que je voulais déjà moi-même m'émanciper, émanciper ma famille, émanciper l'économie de mon pays. Donc quand tu fais ces choix-là, tu intègres que derrière, que tu prendras des coups, que ça va être violent, ça ne va pas être facile, que nous sommes dans un monde de rapport de force, que les forts ont établi leurs lois et ils font selon leurs convenances, selon leurs volontés, afin que leurs privilèges perdurent. Et que derrière, voilà, les faibles ou les pauvres vont rester dans les émotions, dans la morale. Donc tu vois, je fais cette parenthèse-là. Donc abonne-toi, clique, partage.
Et pendant que je parle, tu regardes sur la barre de description de cette vidéo-là aussi, tu as un lien de bienvenue où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture autrement rentables que tu peux lancer dès maintenant. Toi qui me regardes depuis, qui est de la diaspora, comment tu fais pour préparer ta retraite? Comment tu fais pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Avec ton salaire? Avec tout ce que nous sommes en train de vivre? Comprends donc ce que je vais te dire. Parce que ce que je suis en train de te dire ici est déjà en train d'impacter ta vie. L'annonce que Donald Trump fait, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, ouais, que à chaque fois il parle, c'est l'économie qui s'enrhume. Il arrivait avec les taxes douanières. Direct, il a commencé à imposer les taxes. Merci, Chine. Merci, Canada. Vous avez vu les tensions. Canada, je ne veux plus des immigrés. Il a commencé à refouler. La brutalité, la faillite, il s'en fout. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que ça respecte les droits de l'homme? Est-ce que ça respecte avec le droit international? Il s'en fout. Il fait comme il veut. Les faibles, les émotions, les machins. Canada, il a fait. Le Canada aussi a dit, je dis ici, je ne vous vends plus ceci, on enlève tous vos produits. Mais le Canada est revenu. Le Mexique aussi est revenu à la raison, a fait ce que Donald Trump voulait. Il a dit le canal du Mexique ne va plus s'appeler canal du Mexique, ça s'appelait canal d'Amérique. Ça s'est appliqué. Rapport de force. L'Europe, ils ont dit, on impose 20%. Les Européens, tels que sont, depuis 50 ans, se fait arnaquer par l'Europe. Ils n'achètent pas nos produits, ils n'achètent pas nos voitures. Mais nous, on achète tous les produits. On impose 20%. L'Europe a commencé là, tout de suite à paniquer. Parce qu'avant, l'Europe payait quoi? 2%. C'est insignifiant. Donald Trump dit que c'est insignifiant pour leur business. Donc, il faut 20. Donc, quand il dit ça, il sait d'accord qu'ils vont paniquer. Pourquoi ils vont paniquer? Parce que c'est le patron qui a parlé. L'Europe dépend, c'est-à-dire que de l'Amérique. L'OTAN qui est là, c'est une unité américaine. C'est l'Amérique qui finance même avec l'OTAN. Donc, l'Europe est protégée par l'Amérique. Et depuis la nuit des temps, pourquoi il y a eu ça? Parce que c'est l'Amérique qui a sauvé l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a ce rapport de force qui est là. Tu as vu le ballet des dirigeants politiques. Beaucoup sont venus tels qu'aux États-Unis apporter les cadeaux, plaider tel que pour leur pays. Tu vois, c'est la technique, comme on dit, diviser pour mieux régner. Alors que l'Europe, lorsqu'ils ont créé tel que l'Union européenne, c'était pour pouvoir, c'est-à-dire, contrecarrer l'Amérique. C'était pour avoir une Europe forte économiquement. Et même forte militairement, là, forte économiquement. Et quand ils ont créé l'euro, la monnaie euro, c'était pour combattre le dollar. Il ne faut pas oublier ça. Mais l'Amérique voit ça. Mais les différents dirigeants politiques qui sont arrivés ont traité ces dossiers-là de façon diplomatique, sans faire les one-man show comme Donald Trump fait. Si Donald Trump vient faire le one-man show, c'est parce que lui-même aussi, il a compris que déjà sa venue en tant que président, beaucoup ne voulaient pas. Aux États-Unis, l'établissement ne voulait pas. En Europe même, on ne voulait pas. Mais c'est sa base MAGA, Let Make America Great Again, qui voulait sur l'Amérique profonde. Donc quand il vient, lui, il vient donner un coup de pied dans la fourmière. Il vient nettoyer le système. Il vient mettre le système à nu. Il revient à l'ancien temps. La loi du plus fort. Je bouscule les codes. Je m'en fous, t'as dit que de vous autres. Ah oui, c'est ça. On peut interpréter ça que c'est immoral, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas diplomatique, ce n'est pas ceci. Et il s'en fout. Il prêche le faux pour avoir le vrai. C'est que ces informations, tu ne sais même pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il dit ce qui lui vient à l'esprit. Et en parlant comme ça, tu vois, ça bouleverse l'économie. Les investisseurs ne savent même plus où mettre la tête. Il dit aujourd'hui oui, demain il dit non. Il dit demain non, il dit aujourd'hui oui. Donc, et les marchés sont bousculés. Tu as vu qu'on perdait comme ça 2 000 milliards, 3 000 milliards, 5 000 milliards par jour pendant ces taxes douanières. Tu as eu comme ça plusieurs investisseurs qui sont venus le voir que non, ton système, attention, ça nous amène
plutôt vers la perdition, on perd. Tu as vu qu'il s'est embrouillé avec Elon Musk. Elon Musk qui faisait partie de son équipe. Elon Musk qui a financé même sa campagne. Elon Musk qui avait un département qui était le DEUT, qui était là pour venir assainir les finances. Elon Musk qui faisait ce qu'il voulait à la Maison Blanche. Il portait son enfant sur les épaules, il parlait, Donald Trump était assis. À un moment donné, je vous ai posé la question comme entre Elon Musk et Donald Trump, qui dirige en fait? C'est qui le président? Je savais que ça ne pouvait pas aller loin. Donc, tu comprends donc en termes de rapport de force, lorsque tes affaires sont menacées, Elon Musk lui a fait comprendre tout de suite, hey mon gars, quand Tesla a commencé à perdre 50% les parts de marché, on brûlait les voitures Tesla partout en Europe, en Australie, partout. Tesla était boycotté. Les actionnaires, c'est-à-dire que de Tesla, ont fait comprendre à Elon Musk rapidement que, hey, mon gars, tu es meilleur, c'est-à-dire qu'en business. Ta politique que tu vas aller faire, tes déclarations que tu veux faire, tu dois t'afficher le président argentin, tu fais tes... Attention, nous, on te préfère en tant qu'investisseur. Tu es déjà en train de nous faire perdre de l'argent. Tu as vu tout de suite, Elon Musk a retourné sa veste, a commencé à attaquer le ministre de budget, a traité de tous les noms du jamais vu. Politique, spectacle. C'est là que tu comprends que quand tu es puissant et que tu entends que tu perds des milliers de milliards par jour, mon ami, tu parles fort. Tu penses qu'est-ce qu'on a fait à Elon Musk? Il a sorti le dossier Jeffrey Epstein, que l'autre est dedans. C'est pour te dire que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, que c'est ceux qui dirigent le système contrôlent le game. Donc il a fait ça. Vous avez vu dans cette foulée-là, il a fait un voyage aussi en Arabie Saoudite, où il a été reçu en grande pompe en Arabie Saoudite par le prince Mohamed Ben Salam, le prince héritier. Grande pompe. Il a eu des contrats signés. L'Arabie Saoudite a signé pour plus de 2670 milliards de dollars sur 10 ans de carnet d'affaires. Il est allé au Qatar. On lui a offert un avion d'une valeur de 400 millions de dollars. Ils ont signé aussi pour 1200 milliards de dollars. Il a fait le tour là. Il a ramassé les contrats. Pourquoi je te dis tout ça? Et je te dis tout ça pour comprendre la brutalité, le choc que peut ressentir les dignitaires du Golfe, les dignitaires du Moyen-Orient, qu'ils ont fait tout ça pour venir entendre ce que Donald Trump a prononcé comme discours. Une phrase qui a duré 1 minute, mais dont l'onde de choc a fait le tour du monde entier. Et dont le message peut bouleverser l'ordre mondial. Est-ce que Donald Trump l'a fait de façon naïve? Quel est le signal que Donald Trump veut envoyer à Mohamed Ben Salam, le prince saoudien, et envoyer aussi au Moyen-Orient? C'est là où je demande qu'on se doit de rester encore lucide, de garder nos cerveaux, de ne pas être dans l'émotion, ou de ne pas chercher est-ce que c'est moral ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui a organisé cette convention en Miami, le 26 mars. Là. Dans cette convention, tu avais les grands investisseurs du Moyen-Orient, les fonds d'investissement, les fonds souverains, les fonds de pension. Donc, quand c'est comme ça, ils viennent tâter le pouls pour que le président américain puisse les rassurer. Parce que beaucoup ont investi, tu vois, aux États-Unis, ont investi au Moyen-Orient. Quand l'Iran bombarde, c'est les investissements, de ces investisseurs des Saoudiens qui sont en danger ou des investisseurs du Golfe et même du reste du monde. Donc on a besoin que le président rassure. Mais Donald Trump a sorti, il a fait du Donald Trump. Il a commencé en disant, j'adore bien le prince. Quand il était jeune, je me rappelle,
J'allais tel que voir son père. C'est une famille qui est très bien. Son papa qui est un peu âgé aujourd'hui, qui est souffrant, mais c'est quelqu'un de bien. Il est toujours ensemble, il est bien. Je me rappelle quand je partais le voir, il s'appuyait toujours tel que sur moi, sur ma main. Et quand je voyais ça, pour moi, c'était un signe de respect. Je voyais qu'il m'aimait bien. Il m'aime toujours, il m'aime toujours. Mais son fils est quelqu'un de bien. Mais, mais il ne savait pas qu'il allait me lécher, c'est-à-dire que les bottes. Mais il ne savait pas qu'il allait me lécher les fesses. Allez lui dire qu'il doit me respecter. Écoutez ça très bien. Allez lui dire qu'il doit me respecter. En pleine assemblée, micro ouvert, pas en off. Ce n'est pas le Congo ça, ce n'est pas le racontage. C'est en pleine mondio-vision, filmé, caméra, comme vous le connaissez. Vous savez que lui, c'est du bruit de décoffrage. Comme il avait fait à Zelensky, où il a, en plein mondio-vision, il a mis Zelensky, c'est-à-dire qu'à nu. Comme il fait, c'est-à-dire qu'à ses alliés, c'est-à-dire qu'européens, où il ne manque pas, c'est-à-dire que de les tacler, de les ridiculiser, comme il fait le président Macron. C'est lui le plus fort. America first. Let make America great. C'est nous qui sommes puissants. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire? Je viens te dire que les pays du Golfe ont signé des contrats colossaux. L'Arabie Saoudite a investi des milliers de milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique. Que c'est l'Arabie Saoudite. Si l'Amérique est debout aujourd'hui, c'est grâce à l'Arabie Saoudite. Grâce à l'accord pétrodollar dont je vous ai parlé ici, cet accord secret qu'ils ont signé en 1974. C'est ça qui a fait en sorte que l'Amérique soit encore aujourd'hui. Comment est-ce que Donald Trump peut venir manquer de respect à son allié de tous les jours? C'est lui qui lui permet d'être puissant. C'est lui qui lui permet de faire en sorte que son déficit, que sa dette soit aujourd'hui de plus de 36 000 milliards et que son économie ne s'effondre pas. C'est lui qui lui permet d'exporter sa dette. C'est lui qui lui a permis de faire en sorte que le pétrole soit vendu en dollars, que la monnaie, c'est-à-dire aujourd'hui commerciale, soit le dollar, et que les autres pays soient en train de subir ce dollar-là. Parce que si aujourd'hui la Chine se lève, la Russie se lève, l'Inde est en train de se lever, beaucoup de pays se lèvent là, les BRICS, on veut aujourd'hui un monde multipolaire, alors que l'Amérique est là à imposer un monde unipolaire, où c'est elle seule qui domine, qui parle, qui dirige. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait pour que Donald Trump parle là comme ça, malgré tous les cadeaux que l'Arabie Saoudite a donnés? Est-ce que le fait de donner des cadeaux, autant de cadeaux, comment c'est perçu par Donald Trump? Comment c'est perçu par nous d'autres? Parce que c'est des questions aussi qui sont culturelles. Hein? Lorsque je te fais un présent, je te donne un cadeau, c'est pour manifester que l'affection que j'ai vis-à-vis de toi, le respect que j'ai vis-à-vis de toi, l'amour que j'ai vis-à-vis de toi, la loyauté que j'ai vis-à-vis de toi. Mais dans le monde des barbares, le monde des concurrents, non, 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 non. Eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Eux, ils réfléchissent par la foi. Ils comprennent que c'est une faiblesse. Parce que quand tu es trop gentil, tu donnes, ça veut dire que tu dépends de moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne seras pas protégé parce que en 1974, le deal était vendez votre pétrole en dollars, on vous protège militairement. On vous vend les armes, on protège vos actifs, on vous vend la technologie. Parce que ce même pétrole et gaz que l'Arabie Saoudite a aujourd'hui, que le Moyen-Orient a même là, c'est grâce à l'Amérique. C'est l'Amérique qui développe. Ils ont fait un deal où 50-50, on développe votre pétrole et on vous donne vous nous donnez le pétrole, on vous donne la technologie. Donc c'était ça le deal. Et ce même deal, on peut vous expliquer le deal. C'est normal, c'est l'Angleterre qui devait avoir ce deal. Mais Winston Churchill n'a pas voulu déposer son cigare. Il aimait trop son cigare par rapport aux contraintes religieuses musulmanes. Et c'est Jimmy Carter qui gagne ce marché d'exploitation du pétrole. Mais derrière, il faut aussi reconnaître que
les Saoudiens, ces personnes du Golfe ont pu bien négocier que l'exploitation de leurs ressources, alors qu'ils n'étaient pas, sur le plan d'éducation, hyper éduqués. C'était des bergers et des pêcheurs dans un désert. Mais ils ont pu négocier que l'Amérique exploite le pétrole et que derrière l'Amérique apporte la technologie et qu'on fasse du 50-50. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est quoi la répartition? Lorsqu'on vend notre uranium, lorsque les compagnies qui viennent extraire l'uranium, l'or, le diamant, le pétrole, c'est quoi les accords? C'est quoi les échanges? On a combien de pourcents? C'est ça qui a rendu ces pays-là riches. Donc, vous comprenez aussi que ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question des fois des rapports de force, des valeurs qu'on a. C'est pour ça que je dis que nous, en Afrique, on était quoi? On nous a laissé on nous a laissé quelles sont les institutions qu'on nous a laissées en fait? Est-ce qu'on avait le pouvoir de décider? Mais eux, bien qu'ils soient des pêcheurs et des éleveurs, ils ont pu négocier 50%, ils ont créé l'OPEP, et voilà comment tu as le pétrodollar aujourd'hui. Tu as l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, Dubaï, Koweït, Irak, ils brassent le pétrole, ils coulent sur l'argent. Ils coulent sur l'argent. Donc, en 1974, Nixon va faire cet accord-là. Pourquoi? Parce que 1945 comprend déjà qu'il y a des accords de Bretton Woods. L'Angleterre est déchue de sa première place, décimée par Première et Deuxième Guerre mondiale, affaiblie économiquement, en faillite. L'Amérique s'est bien rassurée de bien l'enfoncer. Et c'est comme ça que l'Amérique prend la première place mondiale. Et le dollar devient la monnaie commerciale. Et en 1945, le dollar était endossé que sur l'or. L'or était la monnaie de réserve. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Mais derrière aussi, tu vois, il y a toujours eu des tensions. L'Amérique était en conflit avec le Vietnam. Ce conflit a duré et ça a ramené que l'Amérique a dépensé beaucoup d'argent et dépensé de son or. Parce qu'à partir du moment où l'or était arrimé à l'argent était arrimé à l'or, tu perdais tes réserves d'or. C'est comme ça que Nixon, de façon unilatérale donc, en 1971, sort de ce traité-là voilà, et dit dorénavant, l'or ne sera plus arrimé au dollar. Ils vont imprimer. Donc en faisant ça, le dollar, c'est-à-dire que ne se reposait sur rien. Donc c'était un vulgaire papier que tu pouvais imprimer comme tu voulais. Donc eux, ils ont commencé à imprimer. Et derrière, ça a créé l'inflation. Et comme ça ne se reposait sur rien, ça ne se reposait plus sur l'or, ben, ça a créé l'inflation. L'économie est tombée en berne. Les investisseurs perdant confiance dans la monnaie. C'est là où Nixon a donc cette idée géniale d'aller signer des accords secrets avec l'Arabie Saoudite. Pour que l'Arabie Saoudite vende son pétrole en dollars, pour que le dollar soit endossé avec le pétrole. L'Arabie Saoudite accepte le deal. Et quelques temps plus tard, les pays producteurs de pétrole aussi rentrent dans le deal, dans l'OPEP. Voilà comment on entre dans le système pétrodollar. Et comme ça, depuis plus de 70 ans, l'Amérique profite donc du fait que le pétrole soit vendu en dollars. Et comme le pétrole est vendu en dollars, l'Amérique peut s'endetter à sa volonté. L'Amérique aujourd'hui a 36 000 milliards de dettes. 36 000 milliards. On ne compte pas les dépenses produites par le conflit au Moyen-Orient là maintenant. 36 000 milliards. Donc en fait, 36 000 milliards. Si il n'y avait pas ce deal-là du pétrodollar, l'Amérique serait en faillite depuis longtemps. Parce que quand la dette est élevée, qu'est-ce qui se passe? La Banque fédérale augmente les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont élevés, le pays va aller prendre des crédits très chers. Et quand c'est très cher, elle aura du mal à rembourser. Et même les taux d'intérêt aura du mal à rembourser, même si le taux d'intérêt est de 1 ou 2%. Pire encore si ça va à 2%, à 3%. Et quand je te dis ça, 1 ou 2%, vous voyez, c'est pour les pays développés qui sont riches. Chez nous en Afrique, c'est combien de pourcents? Chez nous en Afrique, il y a des pays qui vont prendre des crédits à 8%, à 15%, à 20%. Vous imaginez?
C'est pour ça que nous sommes des pays pauvres et hyper endettés. Parce qu'on ne va jamais rembourser la dette. On se bat encore à rembourser uniquement les intérêts. Et la question à se poser, si les pays sont endettés, à qui doivent dans les pays? Les pays doivent à qui? C'est qui les créanciers? Tu te dois te poser ces questions. Quand tu vas commencer à te poser ces questions, tu vas commencer à comprendre comment l'argent fonctionne, le mécanisme de l'argent. Où va l'argent? Pendant que tu travailles là, est-ce qu'en tant que salarié, tu peux vraiment devenir riche? Tu peux créer un système? C'est quoi le système? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait comprendre que il faut aller à l'école, obtenir des beaux diplômes, avoir un bon travail, travailler comme ça pendant 40 ans, se marier, prendre un crédit, acheter une maison, attendre sa retraite, et que c'était ça la vie? C'est un système qui... Est-ce qu'il y a des salariés comme ça qui sont multimilliardaires? Est-ce qu'on peut devenir multimilliardaire avec le salaire? C'est des questions qu'on se doit se poser. Et pourquoi aussi d'un autre côté on dit la richesse mondiale est détenue par 5% de la population qui détient 95%. Donc tu comprends donc, est-ce qu'on peut, là présentement, je ne sais pas combien tu gagnes, hein, que tu gagnes 2000, que tu gagnes 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, est-ce que tu t'en sors avec ça? Donc tu comprends donc que le salaire, ce n'est pas la richesse. Le salaire, c'est un revenu. Le salaire, c'est quelque chose que tu amasses. Mais que lorsque tu ne travailles plus, ça s'arrête en fait. Donc, le système ne nous a pas appris à comment gagner de l'argent. Le système éducatif qui a été mis en place par ceux qui ont créé ce mécanisme, chaque fois, tu vas vous dire que le monde fonctionne par système. Le système, c'est-à-dire que l'économie a commencé par quoi? C'était agricole. Les pères fondateurs, c'est les Rockefeller. Rockefeller a commencé par la vente des céréales. Le négoce. C'était déjà un comptable avant. Un comptable. Il n'était pas expert comptable, un comptable. Donc, comprendre donc un comptable qui va dans le négoce. Il comprend que non, son salaire, ça ne va pas suffire. Il va dans le négoce des semences. Et qui du négoce des semences, il va des céréales, il va dans la production des semences. Donc, il va dans le secteur agricole. Voilà le monopole qui tient. Après ça, il tombe dans le pétrole. Il diversifie le pétrole. Et le pétrole, comme tu entends aujourd'hui, c'est le gasoil, c'est l'essence, c'est le mazout, c'est les engrais, c'est les pesticides, c'est les nématicides, c'est les fongicides, c'est le goudron, c'est le plastique. C'est énormément de dérivés. Il tient ce monopole-là. Il diversifie en allant dans les banques. Il a des banques, des hôtels, l'immobilier. Il se diversifie. Et là-dedans, il a aussi été attaqué par les politiques. Il faut dire aussi qu'il a été attaqué par Roosevelt. Roosevelt qui est venu démanteler le monopole, parce qu'il avait le monopole. Il s'est rassuré de détruire l'économie, le business de tous ses autres concurrents. Il avait le monopole. On a démantelé ça. Mais en démantelant, il avait toujours les parts dans ces compagnies-là. Cela a encore rendu encore de plus en plus riche. Donc tu comprends pas le monopole. Tu comprends que il y a le monopole sur la chimie, le monopole tel que sur les grands laboratoires. Il a investi massivement tel que dans la recherche scientifique, les médicaments, les brevets. Il s'est rassuré que c'est l'industrie pharmaceutique qui sera debout. Il a détruit que tu vois les recherches homéopathiques là, telles que toutes les guérisons par plantes. Il a mis de côté, disqualifié. Il disqualifie comment? En payant les chercheurs. Les chercheurs qui vont venir faire des études ou des études erronées, exprès, pour mettre de côté tel que soit ce secteur-là, pour continuer à laisser à Rockefeller d'avoir le monopole sur les licences de production. Donc voilà comment tu vois le système. Donc on revient, donc tu vois, et je dis ça pourquoi? Pour que tu comprennes comment le système éducatif est né. Ils ont dit ici que les politiques doivent les laisser s'enrichir autant qu'ils peuvent, afin que la richesse puisse se relever vers le bas. Mais la vérité, c'est que la richesse n'a jamais relevé vers le bas parce que ces riches-là ont continué toujours à cadenasser les richesses en créant des systèmes
qui vont continuer toujours à leur rendre de plus en plus riches en créant les offshore, en créant les trusts, en créant, en diversifiant, en optimisant pour continuer à conserver les richesses. Donc, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est un système qui est vu comme ça depuis de 300 ans. Le capitalisme, le libéralisme. Donc, dans toutes les grandes écoles aujourd'hui, qu'on cite Harvard, HEC, Stanford, Cambridge, l'ENA, Polytech, Mines, Centrale, c'est la même philosophie. C'est les milliardaires, ces riches-là, qui financent ça pour continuer à perpétuer la doctrine du libéralisme, dont les enfants qui sont, les étudiants qui sortent de là, sortent déjà tels que dans le monde et obéissent à une doctrine. Respect, loyauté, on ne pose pas de questions, on continue à faire tourner le système. C'est dans ce système-là que nous sommes nés. Donc tu vois donc, Donald Trump vient donc devant ses investisseurs pour continuer la doctrine. Mais ce que les investisseurs veulent attendre, c'est qu'on les rassure. Mais ils n'ont pas entendu ça. Ils ont plutôt entendu un message de menace de leur dignitaire. Allez lui dire qu'il doit me respecter. Allez lui dire qu'il doit me respecter. Pourquoi il le dit? Parce que derrière aussi, le jeune prince qui est là, il est jeune. Il remplace son père, Mohamed Ben Salam. Il a vu aussi les choses. Il voit comment le monde bouge. Il voit qu'aujourd'hui, on a besoin d'un monde multipolaire. On ne veut plus toujours être sous la domination américaine. Il a commencé aussi à intégrer le BRICS. Il va commencer à vendre le pétrole saoudien en yuan. L'Iran vendait aussi son pétrole en yuan. Venezuela vendait le pétrole en yuan. Et tu sais, aujourd'hui, la Chine, l'Amérique est en guerre froide avec la Chine. Oui, monsieur. L'Amérique est en guerre froide avec la Chine. Ils se compétissent la première place mondiale. Mais la Chine, stratège, elle ne va pas être que sur le plan militaire, elle est compétit sur le plan économique, technologique, scientifique. Et on sait que la ressource qu'il faut avoir si tu veux dominer, si tu veux produire, si tu veux impacter, c'est l'énergie. Et l'énergie aujourd'hui, c'est la chasse gardée des Américains. Les Américains, leur économie est basée sur l'énergie, le pétrole. Donc si on commence à vendre, les pays développés commencent à vendre le pétrole en yuan, c'est la monnaie américaine. C'est le dollar qui va faiblir. Ces pays-là commencent déjà à se débarrasser du dollar. Ce que je te dis, ce n'est pas brutal. C'est 10%, 20%. Mais Donald Trump, il a vu ça. Il a vu que l'Amérique est en train de perdre pied. Que ses partenaires de tout le temps sont en train de les lâcher et aller vers la Chine. Ils veulent aujourd'hui aussi avoir des partenaires, avoir des relations telles que multipolaires. Ne pas toujours être là à répondre sur l'ordre tel que de Washington. Quand Trump voit ça, il se dit, ah, vous voulez jouer à ça? C'est pour ça qu'il allait sortir Maduro, pour montrer au reste du monde que l'Amérique reste ma chasse gardée. Je fais ce que je veux en Amérique. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours de l'instabilité dans tous nos pays du tiers-monde. Pourquoi? En Amérique latine, en Afrique, on a les territoriaux. En Amérique latine, il y a des cartels. Pourquoi ici il y a ça? Parce que derrière, ça crée l'instabilité qui profite à l'Amérique. Quand ces cartels-là, tels que font le trafic de vente de poudre là, et tous ces drogues que vous connaissez, ça brasse de l'argent. Le cartel va blanchir l'argent où? Le cartel blanchit l'argent sur ces grosses banques-là, les grosses banques américaines que vous connaissez. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas l'origine de ces montants-là? Escobar, quand il est parti, il avait combien de milliards? L'argent là partait où? Ces cartels-là sont hyper, c'est-à-dire que armés. Les armes viennent d'où? C'est les grosses armes, c'est les armes américaines. Ça tourne le business. Quand ils prennent, ils vont blanchir dans l'économie américaine. Ça fait tourner l'économie américaine. Derrière, tu pouvais me dire que mais on pouvait les arrêter. Non, l'Amérique, c'est une puissance militaire, puissance
sur le renseignement. Il y a la DEA, il y a le FBI, il y a la CIA. Mais ils pouvaient travailler comme ça, en coopération, pour pouvoir arrêter ça. Ils ont les drones, ils ont les satellites, ils peuvent repérer ces gens. Ben oui. Mais comprendre aussi que l'information se vend. Ils s'enrichissent en vendant les informations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du business, les gars. Il faut bien que le business des armes fonctionne. Chez nous, en Afrique, les territoires, vous pensez que c'est pour rien que les territoires, il faut toujours créer l'instabilité. Instabilité sécuritaire, instabilité politique, instabilité des institutions, instabilité surtout. Comme ça, dès que nos dirigeants sont dans le qui-vive, on vient toujours faire appel à eux. On vient toujours faire appel à eux. Ils viennent toujours comme des sauveurs. Ils viennent toujours nous imposer que les plans d'ajustement structurel, comment est-ce qu'on doit fonctionner, comment nos économies doivent fonctionner, comment on doit penser, comment on doit... Ils viennent nous assister à les aides. Ce ne sont pas les aides, ce sont les prêts. Avec des taux d'intérêt qui fracassent la tête. Et quand on ne peut donc pas, ils viennent saisir, on vend nos entreprises, ils saisissent nos biens, ils prennent nos ressources, ils prennent... C'est de ça qu'il s'agit. Donc je reviens là-dessus en disant que le prince Mohamed Ben Salam a commencé donc à diversifier ses actifs. Tu vois que là, ils étaient dans le pétrole, ils sont rentrés dans le tourisme, ils sont joués dans les services, les affaires, dans le luxe, les appartements de luxe, ils accueillent les hommes d'affaires en facilitant la fiscalité. Ils diversifient, ils achètent massivement les terres en Afrique. Il ne faut pas oublier, l'Arabie Saoudite, Qatar, ils achètent massivement les terres en Afrique. Ils diversifient les actifs. Ils achètent, ils investissent massivement en Europe. Ils investissent massivement aux États-Unis en diversifiant. Toi aussi, ce que je te dis là, tu dois faire ça sur ton propre système de richesse. Donc Donald Trump a donc compris ça. Tu as vu que quand l'Iran a commencé à frapper, l'Iran a choisi stratégiquement de frapper les voisins à côté. Pas parce qu'ils avaient des problèmes particuliers, mais ils frappaient les intérêts américains. Le pétrole, les ambassades, les ceci. Et en frappant les intérêts, ils savaient que ça allait fragiliser directement les pays du Golfe, là, les voisins avaient commencé à dire que mettre la pression à l'Amérique, non, il faut que l'Amérique fasse quelque chose. Et derrière, l'Amérique allait être contrainte et forcée de s'arrêter. C'est la stratégie. En fragilisant aussi, on fragilise l'économie américaine parce que c'est énormément de compagnies américaines d'investissement, de banques, de ceci, de traitement de données, la IA, tous ces grands centres de production de data, c'est là-bas. Les milliardaires ont mis le bien là-bas. Les grosses compagnies ont leurs centres les entreprises, parce que pour défiscaliser aussi, pour faire l'évasion, ils sont tous là-bas. Vous avez vu que tous les investisseurs sont allés au Moyen-Orient. Donc, c'est un coup dur. Donc, quand Donald Trump dit donc maintenant qu'il ne savait pas qu'il allait venir me lécher les bottes, il ne savait pas qu'il allait venir me lécher les fesses, tu vois que, après analyse donc, il le dit pourquoi. Parce que tu vois que quand l'Iran a commencé à bombarder fort le point stratégique, le prince saoudien a demandé à Trump de lui envoyer les systèmes de protection. C'est là où tu as vu que Trump a demandé à la Corée du Sud de lui prêter son système de protection, c'est-à-dire que de missiles. Donc c'est là où tu entends qu'il ne savait pas qu'il allait me lécher les fesses. Dis-lui de me respecter. On peut faire ça. On peut dire ça. Et si on peut se permettre de dire ça à des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme Dubaï, comme des pays où tout le monde rêve que, je vous ai dit, tout le monde ne rêve que d'aller à Dubaï. Tout le monde ne rêve que d'aller faire son selfie. Si on peut dire ça au prince saoudien, si on peut humilier à ce point-là le monde arabe, vous avez imaginé un temps soit peu la considération, c'est-à-dire que de Donald Trump auprès d'un chef d'État. Nos pays africains, on va faire comment? On va faire comment? On peut parler. On peut parler. Nous qui commandons tout.
Nous qui demandons, qui dépendons de tout, est-ce qu'on peut parler? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qu'un pays qui a permis à ce que l'Amérique soit aujourd'hui debout, on vient lui manquer de respect. Donc le respect commence où? Ça s'arrête où? À partir de quel moment tu peux penser que ton partenaire te respecte? Est-ce que ce n'est pas uniquement de l'amour à sens unique? Est-ce que ce n'est pas seulement avec les pays du Moyen-Orient qui aiment l'Amérique, mais l'Amérique et les Américains ne les aiment pas? Parce que ces pays-là ont fini par découvrir que la protection qu'ils ont tant payée, les cadeaux qu'ils ont tant donnés, ne les ont pas protégés tels que des bombes iraniennes. Tout au contraire, l'Amérique s'est mis à protéger plutôt Israël. Tu peux te poser la question comme quels sont les investissements que Israël fait aux États-Unis? Si vous connaissez, mettez-moi dans les commentaires. Quels sont les investissements que Israël fait? Mais vous voyez que c'est l'Amérique qui est toujours en train de venir donner un coup de main. Mais quel est le lien qu'ils ont? Qu'est-ce qui les lie à tel point de venir mettre à mal un système qui les a protégés comme ça depuis plus de 70 ans? Le pétrodollar. L'Arabie Saoudite a investi plus de 2000 milliards de dollars en termes d'investissement immobilier sur les marchés, sur les infrastructures en Amérique. L'Arabie Saoudite détient avec les bons de trésor américains. Que s'ils décident aujourd'hui qu'ils vendent, c'est l'économie américaine qui s'effondre. S'ils décident aujourd'hui qu'ils sortent voilà, du système pétrodollar, c'est l'économie. Mais comment Donald Trump peut oser? Vous voyez? C'est pour ça que je dis ici que si on commence à chercher la logique, si on commence à chercher c'est quoi, qu'est-ce qui est moral, il s'en fout. Et c'est dans cette même assemblée qu'il a dit, il a appelé le détroit d'Ormuz le détroit de Trump. Est-ce que vous imaginez, après avoir balancé ce choc-là, il dit encore le détroit il appelle le détroit d'Ormuz le détroit de Trump. Et il dit non, ne vous en faites pas. Certains vont dire que j'ai fait un lapsus. Non, ce n'est pas un lapsus. J'ai fait exprès. Je fais exprès d'appeler ça détroit de Trump. Je dis ce que je veux. Les gars, si avec ça, on ne comprend pas comment fonctionne le monde, si vous ne comprenez pas que le monde est sous le contrôle comme ça d'une minorité de personnes qui dictent la loi, que nos dirigeants sont uniquement là, j'ai coutume à vous le dire à chaque fois ici, à obéir à un système et que ce système-là, c'est détenu par une minorité, c'est-à-dire que de riches. Que l'économie aujourd'hui, la souveraineté aujourd'hui n'est pas entre les mains des politiques ou entre les mains de nos États. L'économie est aujourd'hui entre les mains des capitaux privés. Et c'est pour ça que je vous explique à chaque fois que le capitalisme est venu détruire l'économie réelle et que c'est les marchés qui sont aujourd'hui venus achever. Quand Jeffrey Epstein dit à la femme la plus puissante de la banque Rothschild, détruisons l'économie réelle au profit des marchés. Quand vous voyez les micmacs qu'ils font, les connexions, Jeffrey, dès que l'autre va voir, joue de ses relations pour que la banque ne puisse pas tenir comme ça. Payer des amendes colossales. Vous pouvez vous poser la question que mais pourquoi ces grosses banques-là, malgré toutes les crises en 2000, bulle Internet, les banques n'ont rien eu. 2008, crise des subprimes, les banques n'ont rien eu. On parle ici encore de crises énergétiques. On parle encore énormément de délits initiés comme ça. Les banques n'ont rien. Je vous dis ici que ces banques-là savent que plus elles sont fortes, plus elles sont puissantes, plus elles sont grandes, elles n'ont pas les risques d'échouer. Parce que si on les fait échouer, si on les fait, si elles font faillite, c'est l'économie mondiale qui fait faillite en fait. Voilà le système. Voilà le système dans lequel nous sommes. Alors si toi tu es là, tu restes, tu te dis que bon, après cette vidéo, je crois à ce que le système a donné. Aller à l'école, avoir le diplôme, travailler comme ça pendant 40 ans,
attendre ma retraite. J'attends le président, les politiciens vont changer les choses. Ou j'attends le temps de Dieu. Tu attendras ce temps-là fatigué parce que, je te dis, même les politiques n'ont pas le contrôle. La souveraineté aujourd'hui entre les mains, c'est-à-dire que des capitaux privés. Et les capitaux privés ne fonctionnent pas les émotions. Eux, ils sont là pour faire les chiffres. Il faut faire gagner les actionnaires et that's it. Et j'ai coutume à te dire ici que le progrès, c'est-à-dire que rime avec les inégalités. Donc, quand tu vas commencer à venir dire que mais ce n'est pas normal qu'on ait cassé ma maison pour venir faire passer la route. Ah, ce n'est pas normal qu'on m'ait chassé de mon village pour venir construire avec 10 000 hectares ou 20 000 hectares de céréales. Le progrès rime avec les inégalités. C'est de ça qu'il s'agit. Les émotions, on s'en fout. Donc, à toi maintenant de comprendre ça, commencer à bâtir ton système. Bâtir ton propre système. Comprendre que tu dois plutôt développer des compétences. Qu'avec un seul salaire, tu ne peux pas t'aller loin. Commence à développer des compétences. Forme-toi, entoure-toi, éduque-toi sur le plan d'éducation financière. Travaille ton mindset. Sors, t'as dit que du là, sors de la gratuité, sors de la gratification instantanée. Comprends qu'on ne peut pas te dire qu'indéfiniment comme ça dépendre des autres. Que si on veut développer l'Afrique, il va falloir qu'on fasse nous-mêmes. Personne ne viendra faire notre place. Imaginez que, regardez ce que est en train de vivre le Moyen-Orient, les pays du Golfe. Regardez ce que les Européens sont en train de vivre, l'humiliation que les Européens sont en train de vivre vis-à-vis de Donald Trump. Il n'a pas d'état d'âme. Et vous pensez qu'il aura d'état d'âme pour nous, les Africains? Chacun se doit de prendre tes autres. Je dis sa vie au sérieux. Et prendre sa vie au sérieux, c'est de savoir qui tu es, où tu vas, quelle est la personne que tu veux devenir. Et payer le prix. Être discipliné, être fort dans ce que tu veux faire. Avoir une vision long terme. Commencer à penser maintenant à richesse générationnelle. C'est vers là qu'on se doit d'aller, les gars. Quand je dis de venir produire ici, avec les cultures du terroir, manioc, macabo, taro, banane plantain, palmier à huile, jansan, bitacola, poivre. Tu peux peut-être me dire que Thierry, c'est des cultures que je n'entends pas parler. C'est des cultures que je n'entends pas parler. Mais tu n'entends pas parler parce que c'est le système qui ne parle pas de ça. Les Occidentaux ne produisent pas ça. Mais c'est des cultures qui sont hautement rentables. C'est des cultures qui sont incontournables. Dans notre système, dans notre système de production ou de consommation. Et c'est vers là qu'on se doit aller. Et on a le contrôle sur les semences. On a le contrôle sur la production. Et on a le marché qui va avec. Et n'oublie pas que nous sommes dans un monde aujourd'hui normé. Parce que lorsqu'on veut aller produire comme les autres, eux, ils ont déjà le contrôle, sciences, technologie, matériel, les normes, la réglementation. Et ils ont du lobbying, ils ont la finance. Et derrière, ils ont des lois protectionnistes. Tu ne peux pas compétir avec eux. Ça s'appelle encore la stratégie. Tu te dois de comprendre ça. Et comprendre qu'aujourd'hui, dans ce monde de rapport de force, chacun se doit d'apporter, voilà, ce qu'il a sur la table. Tu ne peux pas venir comme ça dépendre des gens et vouloir qu'on te respecte. Tu te dois aussi d'apporter sur la table ta part d'expertise, ce que tu sais faire, que les autres ne savent pas faire. Ceci est mon partage. Voilà comment je vais te laisser. Comme j'ai coutume à te dire ici, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc, essaie de comprendre. J'attends aussi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que te dit que ce message t'inspire? Le comportement, l'attitude de Donald Trump, le message que Donald Trump envoie au pays du Moyen-Orient. Comment est-ce que ces pays du Golfe vont prendre ça? Et comment est-ce que l'économie va se réveiller? Est-ce que Donald Trump n'est pas en train d'accélérer le déclin de l'Amérique, le déclin du dollar? Et si le dollar décline, quel est l'impact qu'on aura sur notre économie? Quel est l'impact? Si l'économie s'effondre, quel est l'impact que ça va avoir sur le plan mondial? Parce que l'économie aujourd'hui est interconnectée. Donc savoir ça, ça demande aujourd'hui que tu te diversifies. Que tu ne comptes pas seulement uniquement sur une seule source de revenus. Que tu ne penses pas que c'est uniquement en travaillant et attendre la retraite que tu pourras t'en sortir. Non. Tu seras pris dans le piège. Tu es même pris dans le piège du crédit. Tu dois te poser la question que 36 000 milliards de dettes.
Comment est-ce que l'Amérique va rembourser ça? 3400 milliards, c'est-à-dire que la France doit. Nos pays sont en Afrique, pays hyper endettés, n'arrivent pas à rembourser. Comment est-ce qu'ils vont faire? Nos pays doivent à qui en fait? C'est qui leur créancier? Et quand tu vas commencer à poser des questions comme ça, tu vas comprendre le mécanisme de l'argent. Tu vas comprendre comment investir l'argent. Tu vas comprendre comment entreprendre. Comprendre que c'est en entreprenant, c'est en créant un produit ou un service que tu gagnes de l'argent. C'est en impactant les gens, c'est en impactant la vie des gens, c'est en apportant les solutions qu'on gagne en fait. Que tu ne dois pas être uniquement dans le court terme, à courir après l'argent, courir après la valeur, courir après la compétence, courir après l'impact que tu vas apporter. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais pense plutôt seulement long terme. Pense à la valeur que tu vas apporter. Pense à l'héritage que tu vas laisser. On se doit commencer à penser à l'héritage. Aller produire le poivrier, le panier, le niasan, le bitacola, la cola communautaire. Aller dans le secteur agricole, c'est un héritage que tu laisses aux enfants de tes enfants. C'est un savoir-faire faire que tu laisses aux enfants de tes enfants. Et en période d'effondrement, c'est l'actif qui te permet de t'en sortir. Parce que peu importe les effondrements, qui est effondrement économique, effondrement institutionnel, effondrement politique, effondrement des marchés, les gens auront toujours besoin de manger. D'autres compétences que tu te dois de développer, que je ne vois pas les gens, que beaucoup négligent, beaucoup méprisent. La plomberie. Donc tu vois que c'est les métiers pratiques, les métiers manuels. La plomberie, le plombier, on aura toujours besoin d'un plombier, peu importe le type d'infondrement. Si tes canalisations sont bouchées, tu auras besoin d'un plombier. On aura besoin d'un électricien, tu auras besoin d'un plaquiste, tu auras besoin d'un menuisier, tu auras besoin d'un couvreur, tu auras besoin d'un caleur, tu auras toujours besoin d'un cuisinier, tu auras mangé, tu auras besoin d'une coiffeuse, tu auras besoin d'un médecin. Parce que peu importe les effondrements, il va falloir que tu te soignes. Tu auras toujours besoin des énergies fossiles. Donc, investis aussi dans les compagnies d'énergie fossile, électricité, eau, gaz, comme tu vois présentement. Parce que pendant que c'est chaud là, certains se font de l'argent. Tu prends les actions qui sont dans ces compagnies. Tu investis dans les actions qui sont dans les trucs utiles, l'alimentation. Voilà comment un homme sage, un homme stratège, tu te dois de poser tes pions de façon stratégique, sans faire de bruit, travailler en silence, travailler dans l'ombre, ne pas chercher qu'on t'applaudisse, ne pas attendre la validation des autres, ne pas vouloir le consensus. Travailler comme ça dans l'ombre, mettre tes pions, au moment où il y aurait effondrement, tu seras du côté des personnes qui se seraient préparées. Tu seras du côté des gagnants. Parce que le problème, c'est que ce ne sont pas les riches. Les riches ont compris comment l'argent fonctionne. Ils ont compris comment l'économie fonctionne. Ils se mettent uniquement du bon côté de l'économie. Donc, ce que tu dois faire, c'est de te mettre du bon côté de l'économie. Chez Coutume m'a dit que lorsqu'il y a effondrement, l'argent ne disparaît pas. L'argent ne disparaît pas, mais l'argent se transfère. Les actifs se transfèrent des mains des personnes, des investisseurs ordinaires qui ont cru à la cupidité, qui sont allés investir lorsque les taux étaient élevés et qui derrière ont paniqué. Au moment de la panique, au moment de l'effondrement, ont paniqué, ont vendu. Les investisseurs aguerris, les initiés, les connaisseurs, ceux qui ont une vision sur le long terme, ceux qui ont toujours eu de la liquidité, qui ont compris qu'au moment des crises, il est intéressant, il est sage d'avoir de la liquidité. Au moment des crises, les personnes qui gagnent, c'est ceux qui ont de la liquidité. Pourquoi? Parce que si tu vas donc bloquer ta liquidité sur les marchés et qu'il y a effondrement et qu'il faut faire une bonne affaire, tu ne pourras pas. Si tu vas bloquer ta liquidité dans les fonds, dans les livrets A ou même les assurances-vie, ben, c'est des trésors de guerre comme ça que tu perds. Tu ne pourras pas faire des affaires. Mais une personne, comme je t'ai dit, les riches ont sorti déjà les actifs. Warren Buffett a sorti 350 000 dollars, 350 milliards de dollars en fonds, en cash distribution. Il sait que lorsque l'économie va s'effondrer, lorsque ça va chuter, il viendra acheter. Lorsque tu produis dans le secteur agricole,
et que tu as lancé comme ça des vergers tels que de palmiers à huile, et que tu as la phase de transformation, des hectares de poivriers, c'est de la liquidité qui entre à chaque fois. Lorsque tu produis comme ça, 10, 15, 20, 50, 100 hectares de manioc, c'est de la liquidité qui entre. Quand tu passes à la phase de transformation, c'est la liquidité qui entre. Ça fait que quand l'économie même chute, tu as de la liquidité, tu pourras acheter maintenant tous les autres actifs. Tu pourras acheter l'immobilier, tu pourras aller acheter encore certaines sociétés qui ont fait défaut. Tu pourras diversifier tes actifs. Ça s'appelle la stratégie, les amis. À combien est-ce que je peux vendre ça? Est-ce que vous voyez la manne que vous avez? Est-ce que vous voyez le trésor que je vous partage ici? Pendant ce temps, la grosse majorité des riches est distraite par les influenceurs qui viennent vous partager le Congossa, le Mbéré, les clashs, la calomnie. On se divise. La haine, la jalousie, la médisance. Est-ce que vous voyez les rapports de force? Si Donald Trump peut faire ça au prince saoudien, aux Qataris, à ces multimilliardaires, aux personnes qui investissent massivement dans l'économie, vous êtes qui? Pour vous laisser distraire, pour continuer à croire au miracle, à croire au porte-monnaie magique, à regarder les télénovelas, à rêver, à rêvasser, à penser que l'Afrique va se développer par elle-même. Réveillons-nous, les gars. L'heure est grave, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que ce qui se passe là est violent. Parce que pendant qu'on rêve, pendant que les autres trouvent les solutions, nous, on ne trouve pas de solutions. C'est nous qui allons subir. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas besoin de venir poser des canons comme ça chez nous. Rien que par des lois, par des décrets, par des blocus, par des embargos. Nous-mêmes, on se met comme ça. Ouais, pardon, ouais, le père, donne-moi même pas à manger. Ouais, le père, ouais, regarde. Non, moi j'étais gentil, non, c'est l'autre qui n'était pas gentil. Non, tu as vu, c'est entre nous, on va commencer à s'accuser. Vous connaissez la mentalité africaine, non? Non, moi j'étais gentil, c'est mon voisin là qui n'était pas gentil, c'est lui qui te fait tout ça. On va commencer à se balancer comme ça. Et lui va regarder, va commencer à rigoler. C'est ce que j'appelle la faiblesse. Les faibles sont dans l'émotion. Les faibles cherchent la morale, la logique. Le fort imprime le tempo, il imprime la puissance. Il fait selon sa volonté. Parce qu'il sait que lui, il a travaillé en amont. Pendant qu'il travaillait, toi, tu dansais. Pendant qu'il travaillait, toi, tu te grattais les couilles. Tu grattais tes noyaux. Tu moussais. Tu collais tes petites. Tu buvais tes bières. Tu étais dans le show-off. Tu as pris ton épargne. Tu as pris des crédits pour paraître, pour voyager, pour acheter des beaux vêtements, pour rouler dans la grosse voiture, pour acheter ta résidence principale, pour paraître riche. Pendant que lui, il travaillait discrètement, pendant que lui, il se sacrifiait, pendant que lui, il avait une vision sur le long terme, toi, tu jouissais. Ah, la vie est trop courte. Disons, moi, ça. Laisse-moi, je bois mes bières. Laisse-moi, je mange ma viande, mon porc. C'est avec ça que je pars. Tu me dis quoi? Travailler comme ça pendant 3 ans, je vais voir ça. Ma ça, je vais voir. Viens boire ta bière ici, là. Ah, tu apportes ça ici, tu bois ta bière. Elle va couler les petites. Tu vas laisser ça pour que c'est tes frères et soeurs qui mangent ça. Pour que c'est tes enfants qui mangent ça. Vous voyez, c'est une autre mentalité, les gars. Élevons le niveau. Ici, je lève le niveau. Ici, je vous amène à une autre dimension. Ici, je vous amène à une autre dimension. Et c'est vers là qu'on se doit de penser. Les visionnaires, c'est comme ça que les visionnaires pensent. Il n'est pas visionnaire qui veut, mais c'est qui peut. J'attends ton avis dans les commentaires. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.